La ruée vers Mars est commencée. C'est juste une partie de notre exploration naturelle. Oui, absolument. De la scientifique en chef de la NASA, nous croyons pouvoir envoyer des humains autour de Mars au début des années 2030. aux milliers de candidats à un voyage sans retour. I couldn't imagine a bigger adventure. Des milliardaires bâtissent des fusées privées et des stations spatiales. Des stations indépendantes, des tas de clients, beaucoup de transports aller et retour. Dans les profondeurs de la Terre et au cœur des zones désertiques, des scientifiques sont en quête d'indices sur la planète Mars. Pour beaucoup de scientifiques, la découverte la plus extraordinaire serait de trouver des traces de vie. Si nous apprenons comment vivre sur Mars et comment l'explorer, l'espace n'aura plus de limite pour nous. Dans le futur, les hommes considéreront ce moment comme le plus important de l'histoire humaine. Les passions s'enflamment et les motivations sont nombreuses quand la destination est la planète Mars. Depuis des temps immémoriaux, cette lumière rouge qui éclaire le ciel nocturne alimente l'imagination des hommes. Les Romains l'ont nommée d'après leur dieu de la guerre. D'autres ont pensé qu'elle hébergeait une civilisation éloignée. Pourquoi Mars, hein? Pourquoi Mars? C'est une question importante. Et maintenant, partout dans le monde maintenant, il y a peut-être une fascination avec ça. C'est pas la première fois. Il y a plus que 100 ans, nous avons pensé qu'il y a des canaux sur Mars et de l'eau, peut-être une civilisation avancée sur Mars. Ladies and gentlemen, those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. And I will dwell in the house of the Lord. I'm going to blow up the earth. Comme Bugs Bunny avec Marvin the Martian. C'est juste dans notre société, les idées de Mars. Mars est une partie de notre réalité, mais plus que ça, de notre imagination. Aujourd'hui, les histoires de Martiens ne nous suffisent plus. Nous voulons aller sur Mars. Now, last month, we launched a new spacecraft that will send American astronauts to Mars, pushing out into the solar system. Not just to visit, but to stay. Pour certains, ce rêve est déjà une réalité. Arissa Hines vit sur 2 planètes à la fois. Hi. Hello. How are you? Good. Go right ahead. Thank you. Sur Terre, elle est ingénieure pour le Jet Propulsion Lab à Pasadena, en Californie. Son second travail se trouve à plus de 250 millions de kilomètres de là. Quand je parle de notre projet aux gens, je réalise à quel point j'ai un travail unique et extraordinaire. Arissa Hines dirige le véhicule le plus cool du système solaire. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Elle fait partie de l'équipe de la NASA responsable de l'astromobile Curiosity. We are in powered flight. Un robot explorateur qui a atterri sur Mars en 2012 avec pour mission de répondre à des questions très complexes. Sky crane has started. Expecting final cut shortly. Arissa Hines n'oubliera jamais ce moment. Signal to us, he remains strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Ça a été une soirée inoubliable. Tout le monde était soulagé qu'il atterrisse sans problème. J'étais fière d'avoir participé à l'élaboration d'un engin qui s'était rendu sur une autre planète. C'était une avancée majeure en ingénierie. Faire atterrir un véhicule d'1 tonne sur un cratère de la planète Mars. Les images envoyées par l'astromobile ont rebattu les cartes de l'imagination humaine.
Il y a quelque chose de très familier dans les paysages de Mars. Les photographies que nous envoie Curiosity pourraient très bien avoir été prises juste à côté de chez vous. Arissa Hines se sent chez elle sur Mars. C'est devenu son terrain de jeu. Elle a pour mission de guider l'astromobile, mètre après mètre, pierre après pierre. Je commence par étudier les images qui m'ont été envoyées par Curiosity pendant la journée. Les caméras Mastcam nous fournissent des images très précises de la composition géologique du terrain. Ce qui est génial, c'est qu'en entrant les commandements dans le système, je peux simuler la trajectoire prévisionnelle du robot. Ensuite, pour examiner le terrain, je prends ces très cool lunettes 3D. Ici, il y a un rocher que je vais devoir éviter. Là, est-ce que c'est une crête qui pourrait être dangereuse ou un rocher qui me bloque la vue? Une fois que j'ai une connaissance suffisante du terrain, je peux commencer à prévoir mon parcours. J'essaie de suivre le mieux possible cette route stratégique en tenant compte de tous les détails à ma disposition. Pour garantir le bon fonctionnement de l'astromobile, Arissa passe beaucoup de temps dans la cour arrière du laboratoire, avec une réplique de Curiosity. Les roues de Curiosity ont un diamètre de 50 cm. L'astromobile peut donc surmonter des roches de 50 cm de haut, mais pas plus, et seulement lorsque la situation nous y oblige. Et ce n'est pas pour rien qu'Arissa se méfie des roches. Les roues de l'astromobile ont été sévèrement endommagées. Les pierres qui ont causé le plus de dommages sur les roues de Curiosity ressemblent à celles-ci. Elles ont été taillées par le vent et le sable. C'est ce qu'on appelle sur Terre un ventifact. On trouve ce genre de roche à environ 300 km de Los Angeles et dans d'autres endroits sur notre planète. On ne pensait pas qu'il y en aurait autant sur Mars. Alors, on essaie de contourner les pierres les plus pointues. Malgré ses roues perforées, l'astromobile explore la planète Mars sans relâche et parcourt près de 30 mètres par jour. Au cours de l'une de ses missions, Curiosity a découvert une roche très intéressante. L'astromobile a déployé sa perceuse et ses instruments ont analysé les échantillons. Ce qu'il a découvert a fait les manchettes partout dans le monde. Curiosity a trouvé les traces d'un ancien lac sur Mars. We have found a habitable environment that is so benign and supportive of life that probably if this water was around and you had been on the planet, you would have been able to drink it. Les découvertes de Curiosity donnent de précieux indices pour aider les scientifiques à retracer la véritable histoire de la planète rouge. Il y a 3 ou 4 milliards d'années, Mars ne devait pas être si différente de la Terre primitive. Une grande partie de sa surface était recouverte d'eau. Il y avait des volcans en activité. Son atmosphère était probablement plus dense qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les conditions étaient similaires à celles de la Terre primitive, ce qui indique que la vie a très bien pu s'y développer. Mais Mars a peu à peu perdu son champ magnétique de protection. Le vent solaire, c'est-à-dire un flux de particules éjectées par le Soleil, a effrité l'atmosphère de la planète. Les températures sur Mars sont devenues de plus en plus froides. L'eau de la surface s'est retirée sous le sol et principalement sous forme de glace. Alors, est-ce que la vie s'est éteinte ou est-ce qu'elle s'est retirée sous la surface? C'est ce que nous cherchons à découvrir. Ça peut paraître surprenant, mais on cherche des indices de la vie sur Mars dans une mine située sous la ville de Sudbury, en Ontario. La scientifique canadienne Barbara Sherwood Lollar descend à 2 km sous la surface de la Terre pour remonter 2 millions d'années en arrière. C'est que la roche du bouclier canadien est aussi ancienne que celle qu'on trouve sur la planète Mars.
Dans un sens, le rover Curiosity fait à Mars la même chose que nous faisons ici. C'est de traverser des roches, des formations de différents temps de l'histoire de la planète pour examiner les changements dans l'histoire à travers le temps. Dans les profondeurs de la Terre, la roche la plus ancienne de notre planète abrite une forme de vie. Ce sont des organismes qui n'ont pas besoin de la lumière du soleil et qui se nourrissent de la roche. Des microbes qui évoluent dans l'eau préhistorique suintant sous terre. Ce que nous faisons ici dans les mines du bouclier canadien, c'est la recherche d'analogues pour Mars. Nous sommes en train de découvrir les eaux souterraines, mais aussi de comprendre les réactions entre les roches et les eaux qui produisent une énergie chimique qui peut soutenir la vie. Barbara Sherwood Lawlar arpente les mines les plus profondes et les plus sombres de notre planète à la recherche de traces d'anciens cours d'eau. Mais sa découverte la plus extraordinaire, c'est dans une mine de Timmins en Ontario, au cœur du bouclier canadien, qu'elle l'a faite. Cette bouteille pour échantillonnage du laboratoire de l'Université de Toronto pourrait bien contenir un indice important au sujet de la vie sur Mars. Voici le résultat de ces analyses. C'est l'eau plus âgée du monde. Je l'ai trouvée en 2009 au-dessus du bouclier canadien, à 2,4 km, dans une mine à Timmins, Ontario, Canada. Nous faisons des échantillons de cette eau et nous faisons des analyses pour comprendre l'âge de l'eau. L'âge de cette eau-là, c'est à peu près 1 milliard à 1,5 milliard d'années. Nous savons aussi qu'il y a des éléments dans l'eau qui est beaucoup plus âgé, qui est à peu près 2,6 à 2,7 milliards d'années, aussi âgé que les roches eux-mêmes. Aussi, il y a de la vie dans l'eau. Ces petites taches fluorescentes sont la preuve que des microbes vivent dans cette eau très ancienne. La scientifique réalise des tests pour en savoir plus. Ces microbes pourraient être similaires à ceux trouvés en Afrique du Sud. Mais peu importe l'âge exact des microbes, cette découverte prouve que des organismes vivants peuvent évoluer dans un liquide vieux de plusieurs milliards d'années. Ce qui est intéressant, c'est la croûte de Mars a le même âge que le bouclier canadien. Comme nous sommes en train d'investiguer les eaux souterraines à profondeur dans le bouclier canadien, et comme nous avons trouvé que les eaux souterraines contiennent des énergies chimiques et soutiennent la vie, ça ouvre la possibilité de considérer qu'il peut avoir aussi les eaux souterraines en profondeur dans la planète Mars. Et peut-être, soit maintenant, soit dans le passé, qu'ils avaient eux aussi la capacité de soutenir la vie. Pendant que Barbara Sherwood Lawlar étudie les profondeurs de la Terre, une autre scientifique concentre ses recherches à la surface, dans le désert. La géologue planétologue Bethany Ehlmann étudie le Red Rock Canyon en Californie. On y trouve une roche similaire à celle de la planète Mars. On ne sait pas si dans le passé, Mars a été une planète humide ou sèche. On peut très bien imaginer que l'environnement était tropical, qu'il y avait beaucoup de pluie, d'orages, de grandes rivières, ou que le climat était sec, comme les vallées de l'Antarctique, ou entre les deux, froid et humide, comme l'Islande. Beaucoup de gens me demandent ce qui serait la découverte la plus extraordinaire pour les scientifiques spécialistes de Mars. Je crois que ce serait de trouver des traces de vie sur une autre planète de notre système solaire. Mais pour Bethany, ces recherches ont une double importance. En comprenant mieux la planète Mars, elle en apprendra sur la Terre. Comment Mars a-t-elle évolué à travers le temps? Comment se fait-il qu'elle soit devenue une planète sèche et froide alors qu'elle était autrefois recouverte d'eau? Ces éléments sont fondamentaux pour comprendre comment les conditions nécessaires à la vie se développent sur une planète au cours d'un processus de plusieurs milliards d'années, comme c'est le cas sur notre planète. Et puis comment certaines planètes, comme Mars, deviennent sèches et froides, et d'autres extrêmement chaudes, comme Vénus. Pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces phénomènes?
C'est en explorant d'autres planètes telles que Mars qu'on peut comprendre les mécanismes qui rendent les planètes comme la Terre si précieuses. La planète Mars pourrait donc détenir la clé de notre passé et peut-être celle de notre futur. Tout est démesuré sur Mars. Olympus Mons est le plus grand volcan éteint du système solaire. Sa taille atteint 3 fois celle de l'Everest. Vallis Marinaris, le plus grand canyon du système solaire, est aussi étendu que les États-Unis. Les caméras en orbite autour de Mars nous révèlent des images stupéfiantes. Des dunes de sable mouvantes, des tourbillons de poussière, des glaciers gigantesques, des paysages ressemblant à des peintures abstraites. Au XXIe siècle, la planète rouge nous appelle. Et les nations du monde se bousculent sur la ligne de départ. 4, 3, 2. L'Inde a lancé avec succès sa première sonde pour Mars. L'Agence spatiale européenne vient tout juste d'envoyer cette fusée. Et bientôt, la première capsule privée sera lancée par l'entreprise SpaceX. En 2020, il y aura du monde sur Mars. La Chine lance un orbiteur et un module atterrisseur. Mars est devenu une affaire de prestige national. This will be the first ever Arab-Islamic mission to another planet. The Emirates Mars mission will have a major impact and a legacy here in the UAE. Mais aucun pays du monde n'est mieux préparé et plus déterminé que les États-Unis. Nous croyons pouvoir envoyer des humains autour de Mars au début des années 2030. Comme dans les premières missions Apollo, les astronautes ne poseront pas tout de suite le pied sur le sol de Mars. Ils vont d'abord rester en orbite. La première étape s'appelle la phase Earth Reliant. Ces activités sont concentrées sur la Station spatiale internationale. Tous les jours, des astronautes de toute nationalité travaillent dans la station spatiale pour préparer la venue d'humains sur Mars. Ils observent comment le corps humain s'adapte à l'espace. La NASA forme déjà une nouvelle génération d'astronautes au défi de l'exploration spatiale lointaine. Cette immense piscine d'entraînement se trouve au Johnson Space Center à Houston, au Texas. Nous faisons tous les jours quelque chose de différent. On peut piloter un avion un jour et le lendemain, enfiler notre combinaison spatiale pour s'entraîner dans le Neutral Buoyancy Lab. Avant de joindre les rangs des astronautes de la NASA, Jessica Meir était une éminente physiologiste. Elle étudiait les animaux dans les environnements les plus extrêmes. Je me souviendrai toujours de ma première plongée en Antarctique. Je ne savais pas à quoi m'attendre avant de m'enfoncer sous la glace. À la surface, il n'y avait aucun signe de vie, excepté les autres plongeurs. Mais une fois dans l'eau, j'ai été époustouflée par les couleurs et le foisonnement de vie. Jessica a depuis échangé sa tenue de plongée contre une combinaison spatiale. Elle a pour mission de transmettre son savoir aux astronautes qui partiront vers Mars. C'est à mon tour d'être un sujet d'expérience. Après avoir étudié le comportement de tellement d'animaux, c'est maintenant moi qui vais devenir un cobaye. Le trajet pour atteindre Mars prendrait entre 6 et 9 mois avec les technologies actuelles. Il y a plusieurs défis pour lesquels nous devons nous préparer. Le principal danger sera les radiations. Nous devons apprendre à protéger les organismes humains des radiations qu'ils subiront en route vers Mars. Les ingénieurs de la NASA sont déjà en train de construire Orion,
la capsule spatiale qui les transportera jusque-là. Nous devons nous assurer que les astronautes seront protégés le mieux possible des radiations, c'est-à-dire des particules provenant du Soleil. Même si ces particules se déplacent extrêmement rapidement, nous avons la capacité de fabriquer un bouclier protecteur efficace en recouvrant la capsule de couches supplémentaires de métal. Il semble également que l'eau soit un matériau de blindage efficace contre les radiations. Donc, nous savons comment protéger les astronautes. Mais nous devons aussi tenir compte du temps que les équipages passeront dans l'espace lointain. Il faut évaluer la dose de radiation à laquelle ils seront soumis et les risques que ça comporte. Le voyage aller-retour, comprenant le temps passé sur Mars, pourrait durer 3 ans. La NASA a déjà commencé des expérimentations au Centre spatial de Houston avec un projet appelé HERA. HERA est l'acronyme de Human Exploration Research Analog. On reproduit les conditions de vie d'un vaisseau spatial qui quitterait la Terre pour une mission de longue durée. Lisa Spence est en charge d'étudier comment 4 astronautes peuvent vivre dans ce module sans s'entretuer. Au cours de ces missions d'exploration, les membres d'équipage de la capsule ne pourront interagir qu'entre eux pendant plusieurs années. Nous essayons donc de comprendre tous les impacts physiologiques et psychologiques que vont subir les astronautes au cours du voyage. Ces expérimentations vont nous permettre de préparer de la meilleure des façons ces missions d'exploration de longue durée. Il est vital de leur fournir un espace de vie suffisant. Le premier étage est consacré au travail. Un ascenseur mène au 2e étage, où l'on trouve les aires d'habitation. Les 4 modules de repos sont au dernier étage. C'est étroit, mais pas plus que certains appartements de la ville de New York. Une fois sur Mars, les astronautes devront se déplacer à la surface. C'est à ça que servira le Space Exploration Vehicle. La planification et la construction déjà à l'œuvre pour nous permettre d'aller sur Mars sont époustouflantes. Sur Mars, la stratégie sera d'utiliser 2 véhicules de ce type pour explorer la surface de la planète. Il y aura 2 membres d'équipage dans chaque véhicule. Chacun des véhicules pourra accueillir les 4 membres de l'équipage. De cette façon, si l'un des véhicules tombe en panne, les astronautes se réfugieront dans le véhicule restant afin de rentrer à la base. Il y aura 2 combinaisons spatiales dans chaque véhicule, uniquement accessibles depuis l'arrière. Il faut commencer par ouvrir ce compartiment et enfiler la combinaison les pieds en premier, en s'accrochant à la barre de traction qui est ici. L'astronaute peut alors verrouiller son système de survie et la porte de la cabine. Il doit ensuite contrôler la pression pour être certain qu'il peut quitter le véhicule. Les combinaisons restent à l'extérieur du véhicule pour éviter que la poussière martienne le contamine. Nous avons beaucoup appris des membres des missions Apollo qui ont marché sur la Lune. Ils nous ont raconté que la poussière lunaire leur avait posé un problème à l'intérieur de la capsule. Je travaille actuellement sur les combinaisons que nous verrons sur Mars autour des années 2030. Ces combinaisons ressembleront beaucoup à celles qui se trouvent à côté de moi. Une combinaison spatiale est extrêmement complexe à fabriquer. Il faut considérer une combinaison spatiale comme un vaisseau spatial personnel. Elle a pour mission de maintenir son porteur en vie et elle doit fonctionner dans un environnement extrême durant une très longue période. Mars pose également quelques problèmes très spécifiques. Nous devons faire en sorte que les matériaux utilisés pour la fabrication des combinaisons spatiales soient très résistants aux fortes radiations de cette planète. Normalement, nous sommes en contact permanent avec les astronautes de la Station spatiale internationale. Nous pouvons les aider lorsqu'ils rencontrent un problème. Mais sur Mars, il y aura un grand décalage dans les communications. Les astronautes devront être capables de se débrouiller tout seuls et d'être autonomes avec leurs combinaisons spatiales. Nous devons nous assurer qu'ils seront utilisés ou réparer leurs combinaisons sans recevoir l'aide des opérateurs basés sur Terre. Ils auront également besoin d'oxygène. Pas seulement pour respirer, mais pour rentrer à la maison.
il n'y a presque pas d'oxygène sur Mars. Nous sommes dans un laboratoire de haute sécurité situé en Californie. C'est ici qu'est conçu l'élément le plus sensationnel de la mission vers Mars. Le plus grand problème auquel nous sommes confrontés pour envoyer des humains sur Mars est d'avoir suffisamment d'oxygène pour servir de combustible au voyage du retour. Quand nous consommons 4 litres d'essence sur Terre avec notre voiture, nous brûlons une quantité impressionnante d'oxygène. Nous n'y pensons pas parce que l'oxygène est gratuit sur notre planète. Dans l'espace ou sur Mars, il faut l'emporter avec nous. Au Jet Propulsion Lab de Pasadena, Michael Hecht fabrique une machine capable de transformer mécaniquement l'atmosphère toxique de Mars en oxygène. Nous avons appelé cette machine MOXIE. Nous prévoyons de l'envoyer sur Mars en 2020 comme démonstrateur. Nous voulons nous assurer qu'il est possible d'envoyer dans un ensemble compact en direction de Mars un petit arbre qui transformera du dioxyde de carbone en oxygène. Vous pouvez apercevoir derrière moi la version de laboratoire de ce que nous espérons envoyer vers Mars. Il ne nous reste plus qu'à trouver le moyen de faire tenir tous ces éléments dans une boîte de cette taille et le tour sera joué. À terme, il faudra envoyer une installation au moins 100 fois plus grosse qui se remplira d'oxygène liquide durant 1 an. L'équipage utilisera l'oxygène afin de rejoindre la capsule en orbite autour de Mars et pourra rentrer à la maison. Mais quand bien même tous ces projets fonctionneraient, il reste un obstacle majeur: la durée du voyage. Chris Hadfield a dirigé la Station spatiale internationale et a passé 5 mois dans l'espace. C'est le temps que prendra le voyage aller vers Mars. Selon lui, il faudra attendre d'avoir des vaisseaux beaucoup plus rapides. Et donc, avec 6 mois entre ici et Mars, si vous avez eu un problème grave, un problème sérieux, c'est nécessaire pour le retour d'utiliser la gravité de Mars. Pour le retour, c'est encore un autre 6 mois. Et donc, 1 an minimum pour un voyage comme ça, avec notre système de propulsion qui existe maintenant. Mais la NASA poursuit sur sa lancée malgré les difficultés. Encore des tests pour un spectacle presque apocalyptique. La NASA construit le moteur fusée le plus puissant de la planète. Un jour, il permettra de lancer dans l'espace lointain un équipage humain. Mais pourquoi faut-il y aller? Pour la NASA, c'est une question de science et d'exploration. La science nous a guidés vers les étoiles. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise privée qui veut franchir la frontière de l'espace. Entre le tourisme spatial et la construction de fusées, la commercialisation de l'espace pourrait générer des contrats de plusieurs milliards de dollars. Nous avons besoin des entrepreneurs brillants et techniques comme Jeff Bezos ou Richard Branson ou Elon Musk. Et moi, je suis tellement content de voir ce qu'ils font maintenant. Nous assistons à la naissance des entrepreneurs de l'espace. Le milliardaire fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a lancé sa propre entreprise d'astronautique. Et le milliardaire fondateur de SpaceX, Elon Musk, a épaté le monde avec sa fusée réutilisable et ses projets pour Mars. SpaceX or some combination of companies and governments need to make progress in the direction of making life multiplanetary, of establishing a base on another planet, on Mars being the only realistic option, and then building that base up until we're a true multi-planet species. Mais à Las Vegas, un autre milliardaire a une vision complètement différente de la conquête de l'espace. Notre entreprise a une grande expertise dans la construction. Nous bâtissons toutes sortes de structures et de bâtiments depuis de nombreuses années. Sur Terre, Robert Bigelow a amassé des milliards de dollars grâce à la construction de chaînes d'hôtellerie économique. Aujourd'hui, il se lance dans la fabrication de logements bon marché dans l'espace. Ces modules gonflables voyagent dans l'espace sous forme de ballons vides. Une fois connectés, les modules se gonflent pour devenir des habitats très peu coûteux.
Nous considérons l'orbite terrestre comme une source de revenus très importante. Nous aurons des stations spatiales indépendantes, des tas de clients, beaucoup de transports aller et retour. Les prix deviendront de plus en plus abordables pour tous. Ce projet est loin d'être une excentricité de milliardaire. Bigelow a déjà mis 2 modules test en orbite. Le 3e s'apprête à rejoindre la Station spatiale internationale. Il compte même établir une colonie de modules sur la Lune. Ce projet se veut une démonstration de ce qui pourrait être transposable sur la planète Mars. Le journaliste du Washington Post, Joel Achenbach, a d'abord été très sceptique. Mais après s'être renseigné sur le projet de Bigelow, son opinion a changé. Avant que des humains ne soient capables d'aller sur Mars, on pourrait très bien imaginer l'installation de ces habitats, bâtis par Bigelow ou par une autre entreprise, en orbite autour de la Lune. On pourrait y envoyer des astronautes en orbite lunaire pour des missions de longue durée. Ces installations permettraient de reproduire des conditions analogues à une mission vers Mars. À mon avis, ce genre de projet est à la fois plausible et réalisable. Printemps 2016 à Cap Canaveral. Un jalon important dans la privatisation de l'espace va être franchi. On pourrait croire à un lancement classique organisé par la NASA, mais il a été initié par l'entreprise privée. Le Falcon 9 est une fusée construite par l'entreprise SpaceX et une partie du chargement qu'il transporte est le module gonflable de Robert Bigelow. Le module habitable de Bigelow se déploie avec succès sur la Station spatiale internationale. C'est là qu'il sera testé pendant les 2 prochaines années. Voilà à quoi pourrait ressembler la vie sur Mars. Nous devons explorer d'autres planètes et y installer des foyers de population. Robert Bigelow espère que son habitat gonflable fera partie de ce nouveau monde. Imaginez une colonie sur Mars qui aurait son propre gouvernement. Quelle serait sa philosophie, sa religion? C'est une idée qui me passionne. Les scientifiques ont découvert que Mars était autrefois une planète similaire à la Terre. Les conditions y étaient réunies pour le développement de la vie, mais ces océans ont disparu. Des chercheurs tentent de dénouer cette énigme. Mars captive notre imagination. Lorsqu'on observe les magnifiques panoramas envoyés par Curiosity, on ne peut s'empêcher de trouver dans ces paysages quelque chose de réconfortant et de familier. Je crois que c'est pour cette raison que les gens disent que les humains pourraient un jour y habiter. Des centaines de scientifiques, d'ingénieurs, d'écrivains et d'amateurs de science-fiction se réunissent tous les ans à Washington pour la conférence de la Mars Society. Baz Lansdorp a fait les gros titres du monde entier en faisant appel à des volontaires pour aller sur Mars. And we want to send humans to Mars in 2027 on a mission of permanent settlement, one way. Mars One will establish human settlement on Mars. Son projet Mars One a pour objectif d'envoyer des volontaires sur Mars et d'en tirer une émission de télévision. Le coût total de notre projet, comprenant la couverture médiatique pour une période allant de ce jour à 1 an après l'arrivée du premier homme sur Mars, est d'environ 36 milliards de dollars américains. Il a déjà reçu 200 000 candidatures pour son projet. It is my great pleasure to introduce one of my biggest heroes, Dr. Robert Zubrin, President and founder of the Mars Society. Robert Zubrin est la force dirigeante de la Mars Society. Personne n'a fait plus que lui pour concrétiser une mission habitée vers Mars. Dans le futur, les êtres humains habiteront sur des milliers de planètes de notre galaxie, orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil. Ils considéreront ce moment comme le plus important de l'histoire humaine, celui où nous avons quitté le nid. Et Zubrin ne compte pas uniquement coloniser Mars. Il veut la transformer. Nous ne ferons pas qu'amener la vie sur Mars, nous lui redonnerons vie. La première étape sera d'engendrer un réchauffement climatique. Nous savons parfaitement comment déclencher ce processus.
Mettons à profit nos connaissances en la matière pour un projet plus constructif. En installant des usines sur Mars, nous pourrions réchauffer la température de la planète de 10 degrés Celsius en l'espace de 50 ans. L'eau gelée qui se trouve sous la surface de Mars se mettrait alors à fondre. Une atmosphère très riche en dioxyde de carbone et la présence d'eau liquide entraînerait la prolifération de la végétation. Les plantes pourraient alors produire de l'oxygène. Avec l'aide des technologies humaines, il faudrait environ 1000 ans pour dégager suffisamment d'oxygène afin que les hommes et d'autres espèces d'animaux supérieurs soient capables de respirer à l'extérieur. La puissance d'attraction de Mars est aussi ancrée dans la croyance que la Terre est une planète condamnée par les changements climatiques, la guerre, un impact d'astéroïdes ou la surpopulation. Et lorsque Stephen Hawking parle, tout le monde écoute. I see great dangers for the human race. It will be difficult enough to avoid disaster in the next 100 years, let alone the next 1,000 or million. Our only chance of long-term survival is not to remain inward-looking on planet Earth, but to spread out into space. Mars deviendra-t-elle notre planète de secours? Chicago, à l'ouest de Lincoln Park. Le soir, Lucianne Walkowitz chante dans son groupe de punk rock. Mais durant la journée, c'est une étoile montante dans le monde de l'astronomie. La majorité des astronomes ont choisi ce métier parce qu'ils ont pu observer de magnifiques ciels nocturnes au télescope. Moi, j'ai grandi à New York. Je me suis orientée vers l'astronomie parce que j'étais passionnée par la chimie et la physique à l'école secondaire. Et Lucianne a obtenu le job de ses rêves lorsqu'elle a été embauchée pour traquer les planètes inconnues de la galaxie. La mission Kepler a été initiée par la NASA. Il s'agit d'un télescope spatial lancé en 2009 avec pour objectif de détecter de nouvelles planètes orbitant autour d'autres étoiles. Le but n'est pas de découvrir toutes les planètes de notre galaxie, mais plutôt de répondre à une question très précise. Existe-t-il d'autres planètes d'une taille similaire à la Terre et orbitant autour d'une étoile semblable à notre Soleil? Depuis 2009, au cours de la première partie de sa mission, Kepler a découvert près de 2000 nouvelles planètes. Ces découvertes sont la preuve que des planètes orbitant autour d'autres étoiles sont extrêmement fréquentes. Ça indique que rien que dans la Voie lactée, il existe probablement des milliards de planètes qui orbitent autour d'autres étoiles. L'existence de milliards de planètes pourrait signifier que des millions d'entre elles sont habitables. Est-ce notre destin de coloniser l'espace? Beaucoup de scientifiques s'accordent avec Stephen Hawking pour dire que c'est inévitable. Ici sur Terre, dans l'histoire, il y avait des événements terribles. Les volcans énormes qui ont pollué l'atmosphère, l'impact des astéroïdes qui a enveloppé la Terre avec une température fatale pour toute la vie sur Terre. Peut-être maintenant, nous sommes juste capables à voyager quelque part d'autre, peut-être vers Mars. Mais Robert Zubrin ne se place pas dans le futur. Il pense que le moment de partir est arrivé. C'est un nouveau départ dans l'histoire des hommes. Nous en sommes parfaitement capables. Si nous avons les possibilités de réaliser cet exploit, alors il faut le faire. Mars assurera-t-elle l'avenir de l'espèce humaine? Peut-être. Mais Lucianne Walkowitz trouve qu'il est trop tôt pour envisager un départ. On ne peut pas exclure qu'un désastre naturel entraîne une situation de crise globale sur la Terre. Mais pour moi, l'idée selon laquelle Mars constitue une planète de secours pour l'espèce humaine est aussi attrayante que dangereuse. Les humains sont une espèce qui se complaît dans les décisions difficiles. La perspective de pouvoir délocaliser notre population vers une nouvelle planète nous permet de prendre moins au sérieux les enjeux décisifs qui se déroulent sur la Terre.
Croire que nous pouvons quitter notre planète le sourire aux lèvres pour coloniser Mars est une erreur. C'est un peu comme si le capitaine du Titanic disait à ses passagers que le meilleur moment de la croisière arriverait sur les canaux de sauvetage. Plus nous prenons au sérieux l'idée d'une planète de secours, moins nous réglons les problèmes de la planète la plus importante du système solaire, la Terre. Nous assistons à une lente catastrophe climatique sur la Terre. C'est intéressant de constater que nous envisageons la terraformation, c'est-à-dire le changement radical de l'habitabilité d'une autre planète, alors que nous sommes en train de changer l'habitabilité de notre propre planète. Et c'est un processus que nous sommes incapables d'enrayer. Les gens qui disent qu'on doit aller sur Mars, explorer Mars le plus rapidement possible parce que peut-être qu'un jour, on va avoir besoin d'une autre planète où habiter parce qu'on va avoir détruit la nôtre ou endommagé la nôtre, ça me fait sourire un peu. Parce que, d'abord, pourquoi ne pas s'occuper et prendre les bonnes décisions par rapport à notre environnement ici aujourd'hui plutôt que de penser qu'il va falloir aller ailleurs parce qu'on a mal géré nos affaires. Les théories qui prétendent que Mars pourrait constituer une position de repli pour l'espèce humaine me posent un problème d'ordre éthique très important. Qu'adviendrait-il des autres espèces animales qui peuplent la Terre? Que deviendraient les baleines ou les insectes? Ce sont ces espèces qui rendent notre biosphère si riche et notre monde si merveilleux et remarquable. Le plus grand défi technologique, éthique et moral actuel de l'espèce humaine est de sauver cette planète. Je suis peut-être une puriste, mais je considère Mars comme un parc national, ou plutôt comme un parc international. Cette planète fait partie de notre système solaire et nous devrions la laisser tranquille. L'une des images les plus saisissantes qui ont été prises sur Mars, selon moi, est une photographie de la Terre. On voit notre planète au loin comme un tout petit point dans le ciel nocturne. À cette distance, on ne pourrait pas imaginer que ce petit point dans le ciel est un lieu où foisonne la vie. Partout sur la planète, il y a des gens qui vont à l'école, qui vont au travail, qui conduisent leur voiture. Sur le sol de Mars, ce point bleu semble parfaitement insignifiant. Mars nous rappelle à quel point notre planète est précieuse. Aujourd'hui, Mars est uniquement peuplé par des robots comme Curiosity. Mais un jour viendra où les traces de roues seront remplacées par des traces de pas. L'avenir nous dira si ce rêve tient du délire ou s'il est le destin de notre espèce.